L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision pour cette nouvelle édition. Bienvenue, voici les titres. Comment réussir les élections de 2013 au Mali? La question était au centre d'un atelier ouvert ce jeudi à Bamako. Objectif, trouver des pistes et des solutions devant contribuer à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Des détails dès le début de ce journal. L'instabilité toujours en République centrafricaine, 4 jours après le coup d'État et malgré la reconduction du Premier ministre Nicolas Tchangaï, Bangui est livré au pillage et la population manque de tout. Mais les nouvelles autorités rassurent que tout rentrerait dans l'ordre dès mardi prochain. Information au compte-gouttes en Afrique du Sud sur la santé de Nelson Mandela, hospitalisé depuis mercredi pour une rechute de son infection pulmonaire. Mais Pretoria rassure, la vie de Madiba n'est pas en danger. Bonsoir. Réussir les élections de 2013 au Mali, enjeux et stratégie d'accompagnement, tel était le thème du forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali qui s'est ouvert ce jeudi dans la capitale malienne. Objectif, je vous le disais dans les titres, trouver des pistes de solutions à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Mahmoud Kabadia quitté Sédugnari. Comment réussir les élections de 2013? C'est la préoccupation du forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali. Il a tenu un atelier sur la question, une rencontre qui fait suite à celle de Ségou tenue les 7 et 8 mars dernier. Les élections font partie des éléments de la feuille de route du gouvernement. Donc nous nous sommes dit que les élections, il fallait quand même à notre niveau aussi apporter notre petite contribution au débat parce que ce cadre vraiment, comme je l'ai dit, c'est un cadre multi-acteurs qui regroupe des acteurs de l'administration, de la société civile, des partis politiques. Et c'est un cadre où vraiment les gens parlent à cœur ouvert pour poser le diagnostic de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et qui arrivent à faire des propositions. Et nous pensons que ces propositions pourront aider. Durant 2 jours, les participants devront réfléchir aux pistes devant contribuer à la tenue d'élections présidentielles et législatives libres, transparentes, crédibles et pacifiques au Mali. 2 experts du Sénégal et de la Côte d'Ivoire prennent part à cet atelier afin de partager leur expérience sur la question du scrutin en cette période de crise. Le Mali doit s'organiser autour de thèmes majeurs, ce que nous allons faire ce matin, c'est-à-dire la sensibilisation, l'éducation de l'électorat, la mise en place technique des fichiers et de tout ce qui va participer à l'élection. Ensuite, pendant les élections, suivre un peu les modalités pour que tous les acteurs, tous les candidats aient accès à égalité aux médias et à la population, leur sécurité puisse être assurée. Et enfin, à la fin des élections, il faut ajouter le volet réconciliation. Il est attendu de ce forum des recommandations concrètes et réalisables qui pourront aider à la tenue d'élections pacifiques et garantir une paix durable au Mali et dans la foulée relancer l'économie nationale. Mali encore, la protection des femmes et des enfants en période de conflit, c'est le thème d'une formation de 4 jours organisée à l'intention des militaires maliens, une initiative rendue possible grâce à ONU Femmes Mali et le Royaume des Pays-Bas. C'est Koutangara. Cette formation qui fait suite à une série entamée depuis septembre 2012 concerne 4000 officiers, sous-officiers et hommes du rang. Objectif recherché, promouvoir auprès des militaires déployés au front le concept de droit international humanitaire. Participe à la présente session un contingent de 650 militaires devant prendre part en début avril aux séances de mise à niveau de l'Union européenne avant d'être déployés sur le théâtre des opérations. Il s'agit surtout pour ces militaires formés de mesurer leur rôle et responsabilité dans le cadre de la protection des femmes, surtout sur le théâtre des opérations. Et la protection des femmes et des enfants en situation de conflit participe au droit, au respect strict des engagements internationaux et du droit international humanitaire.
Au sortir de la formation, les bénéficiaires seront mieux outillés pour faire face à la problématique de la protection des droits des femmes et des enfants en période de conflit. Les forces armées de sécurité sont engagées dans des opérations de sécurisation et de reconquête dans le nord du pays. Cette cérémonie me donne aussi l'occasion de remercier très sincèrement le gouvernement des Pays-Bas, l'ONU Femmes et l'ensemble des partenaires pour leur soutien à ce projet qui contribue à mieux outiller nos forces armées de sécurité pour protéger les femmes et les filles. La session de formation qui abordera d'autres thématiques comme la résolution 1325 de l'ONU, le crime transnational organisé, prend fin ce samedi. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, l'instabilité toujours en République centrafricaine. Malgré les patrouilles, Bangui, la capitale, est livrée au pillage. La population manque de tout, eau, électricité, essence. Les nouvelles autorités assurent que la vie économique et administrative reprendra dès mardi prochain. Mais 4 jours après le coup d'État, la seule note de stabilité politique, c'est la reconduction du Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Nicolas Tiangaye. Mais ce dernier devra désormais faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Il était Premier ministre du président Bozizé, il est dorénavant Premier ministre du président Jotodia. Entre les deux épisodes, un coup de force à Bangui. Nicolas Tiangaye apparaît donc comme l'homme du consensus. Les Centrafricains le jugent intègre, un avocat au parcours respecté. Sa légitimité dit la tenir des accords de paix de Libreville de janvier dernier et non du renversement de pouvoir de dimanche. Je ne cautionne pas un coup de force. J'ai été désigné Premier ministre dans le cadre des accords de Libreville. Et c'est ce processus qui se poursuit. Et donc il ne s'agit pas d'une caution à quelque coup d'État que ce soit. Nicolas Tiangaye a une tâche très lourde devant lui. Trouver sa place aux côtés du président autoproclamé et ex-rebelle de la Séléka, Michel Jotodia, mais avant tout restaurer l'ordre dans Bangui et redonner un semblant de vie à la capitale. L'eau manque, l'électricité est capricieuse, l'essence est une denrée rare, chère. Surtout, la sécurité reste chancelante. Les rebelles de la Séléka patrouillent en quête de pillards, mais leurs armes ne rassurent pas forcément. Quand il roule comme ça, il te voit brusquement comme ça, là, il commence à tirer, il te menace alors. Il n'y a pas de l'eau depuis combien de jours, il n'y a pas de l'eau. On a souffert des problèmes de l'eau. Sur les marchés, les vendeuses ont repris le chemin du travail. La pénurie de bonne volonté se fait surtout ressentir dans les hôpitaux. Voyons maintenant ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde, des images rassemblées et commentées par Aminata Mariko. Vers une nouvelle épreuve de force en Égypte, la Cour d'appel du Caire a ordonné mercredi l'annulation du limogeage par le président Mohamed Morsi de l'ancien procureur général Abdelmegib Mahmoud et le retour de ce dernier à son poste. M. Morsi avait démis M. Mahmoud de ses fonctions en novembre dans une déclaration constitutionnelle lui accordant des pouvoirs exceptionnels et l'avait remplacé par Talat Abdallah. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers chez les magistrats qui avaient dénoncé une ingérence de l'exécutif dans les affaires de la justice. Togo, pour sa première sortie face à la presse, depuis son inculpation, Jean-Pierre Fabre a demandé l'annulation de la procédure engagée dans le cadre de l'enquête sur les incendies de Kara et de Lomé. Le leader de l'Alliance nationale pour le changement la considère comme infondée et fantaisiste. Tant l'actualité dans l'enquête des incendies a connu une évolution spectaculaire avec le revirement de Mohamed Loum, le principal témoin à charge. Dans cette affaire, le pouvoir a accusé plusieurs hommes politiques d'opposition d'avoir organisé l'incendie des marchés début janvier. Du nouveau dans l'affaire Bettencourt, en France, Nicolas Sarkozy suspend tout recours dans l'affaire en attendant l'avis du CSM. L'ancien président de la République Sarkozy, qui avait fait annoncer un recours contre sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt, a décidé de suspendre tout recours en attendant l'avis du CSM sur les commentaires entourant cette mise en examen, a annoncé jeudi son avocat M. Thierry Herzog. En Syrie, des tirs d'obus ont provoqué jeudi un carnage à la faculté d'architecture de Damas, 2 ans après le début de la crise en Syrie. L'attaque a été dénoncée par le régime syrien, mais aussi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH basé à Londres.
Les tirs auraient tué 15 étudiants selon le président de l'université de Damas, Amer Mardili, cité par l'agence officielle Sana. La télévision syrienne Al-Ikhbaria a montré des flashs de sang, des chaises et des tables cassées dans ce qui semble être la cafétéria de la faculté et aussi des étudiants blessés transportés à l'hôpital. On en vient maintenant à cette information. Nouvelle hospitalisation de Nelson Mandela à 94 ans. L'ancien président et prix Nobel de la paix souffre d'une rechute de son infection pulmonaire. Le héros de la lutte anti-apartheid avait déjà passé une vingtaine de jours à l'hôpital en décembre dernier. Mais un communiqué de la présidence sud-africaine rassure, la vie de Mandela n'est pas en danger. C'est ici, derrière ces murs, à l'hôpital de Pretoria, que Nelson Mandela a de nouveau été admis ce jeudi. L'ancien président d'Afrique du Sud souffre d'une infection pulmonaire, infection récurrente depuis ses 27 années de prison. À 94 ans, l'homme est arrivé conscient à l'hôpital. Les autorités ont assuré qu'il recevait les meilleurs traitements auxquels il réagit positivement. Le président Zuma a souhaité à Madiba un prompt rétablissement et a appelé le peuple d'Afrique du Sud et le monde à prier pour leur cher Madiba et sa famille et de les garder dans leurs pensées. Nelson Mandela est devenu l'icône de la réconciliation dans son pays en proie à l'apartheid. C'est lui qui a instauré ici une démocratie multiraciale. Les habitants reconnaissants s'adressent aujourd'hui directement à leur ancien président. Madiba, vous avez fait tellement pour votre gouvernement, pour nous. Maintenant, nous avons une éducation gratuite et c'est grâce à vous. Cela fait déjà 3 ans que Nelson Mandela n'est pas apparu en public. Au début du mois, il avait fait un court séjour à l'hôpital, officiellement pour des examens de routine. Toujours en Afrique du Sud, mais en bref, cette petite victoire pour Oscar Pistorius après avoir obtenu sa libération sous caution en février. L'athlète paralympique a pu récupérer son passeport ce jeudi. Il a donc retrouvé le droit de voyager, mais aussi de participer à des compétitions. Rendons-nous à présent au Sénégal pour parler de cet atelier régional sur le changement climatique qui s'est ouvert à Dakar, qui a réuni des experts du domaine. L'objectif est d'élaborer un plan d'action afin de permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest de faire face aux effets du changement climatique. Mamadou Ndeye Souleymane Antoumar avec notre bureau à Dakar. La prise en compte de la question du changement climatique dans la région ouest africaine constitue une urgence. Ce présent atelier se veut une étape décisive pour retenir les actions à mener pour faire face au phénomène, dans le cadre d'un programme conjoint sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a sollicité l'Union internationale pour la conservation de la nature pour bâtir des alliances autour de cela. C'est pour cela que vous avez ici plusieurs organisations de recherche qui s'occupent de météorologie, comme l'Agrimet par exemple, l'UMOA, qui sont représentés également aujourd'hui dans cet important atelier pour pouvoir ensemble travailler à l'élaboration d'un programme qui permettra à nos pays de faire face à ces défis très importants que constitue le changement climatique. Nous, on veut aller vraiment vers des actions concrètes sur le terrain. Et il y a pas mal donc de connaissances qui ont été mobilisées dans la sous-région. Et que ces connaissances-là puissent vraiment servir pour pouvoir donc résoudre donc les problèmes, en tout cas liés au changement climatique que nous avons dans notre sous-région. La région ouest africaine est particulièrement vulnérable au changement climatique dû à la dépendance excessive de son système de production au climat. Après de multiples réflexions menées dans ce sens, aujourd'hui il s'agit plus pour ces acteurs d'être plus pragmatiques. Nous restons au Sénégal où le ministre du Commerce et de l'Industrie Alioune Sarr a présidé ce jeudi la cérémonie de signature du protocole d'accord sur l'exploitation et la commercialisation de la ferraille au Sénégal. La cérémonie a réuni syndicats des ferrailleurs et représentants de l'industrie métallurgique sénégalaise. Lustina Saya avec l'une de nos équipes à Dakar. Dans l'ambition de prémunir l'industrie locale contre les risques de rupture de la matière première et aussi favoriser le développement des unités métallurgiques du pays, l'État du Sénégal avait interdit l'exportation de la ferraille depuis 2012, une décision qui ne faisait pas l'affaire des ferrailleurs du pays. Vous savez que le président de la République Macky Sall a instruit de pouvoir mettre en place et mettre en œuvre notre schéma directeur d'industrialisation en exploitant les potentialités de chacune des régions du Sénégal. Pour que nous puissions doter notre pays d'un tissu industriel, nous préférons investir dans notre pays, créer de la richesse, employer des Sénégalais, créer de la valeur ajoutée plutôt que de mener une politique qui transforme notre pays en un espace simplement de décharge, de vente et de revente.
pour permettre aux ferrailleurs d'écouler leurs marchandises, le ministre du Commerce, le groupement des opérateurs de la ferraille du Sénégal et le directeur de la Société métallurgique d'Afrique, SOMETA, signent un protocole. Ainsi, SOMETA s'engage non seulement à acheter toute la ferraille sans exclusive et à mettre en place une ligne de crédit pour accompagner les acteurs du secteur. On a investi 18 milliards de francs CFA avec 650 employés. Donc je pense que par rapport à l'exploitation de la ferraille, si on peut transformer la ferraille sur place en fer à béton, il y aura beaucoup d'avantages, notamment la création d'emplois. Deuxièmement, la création de la valeur ajoutée, et y compris aussi le transfert de technologie. Le protocole d'accord signé ce jour est applicable à tous les acteurs reconnus de la ferraille. Cela veut dire qu'aucune exclusion n'est faite. Sport, avant de refermer ce journal, Jean de Dieu Moukaï Vangou, âgé de 53 ans, a été élu à la tête de la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, pour un mandat de 4 ans, par 28 voix contre 22 pour son concurrent Pierre-Alain Mungwengi. C'était mercredi à Libreville. Il a été immédiatement installé dans ses fonctions par le premier vice-président du comité olympique gabonais, Frédéric Douda, en présence des représentants de la FIFA et de la CAF, ainsi que des responsables du gouvernement gabonais. Voilà qui me fait à ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Libreville au Gabon et partout ailleurs dans le monde. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.